C'est bon. Bonjour à tous, c'est Caroline, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de fou qui aujourd'hui s'intéresse au problème de santé mentale qui est celui des troubles du comportement alimentaire. Pour aborder ce sujet, j'ai l'honneur et la joie de vous annoncer que nous avons une invitée pour la première interview de la chaîne, et oui je sais, je progresse, qui va répondre à mes questions. Voilà, pour introduire le sujet et l'invité, je vais partager avec vous, j'en perds mon latin, une citation de James Joyce, qui est la suivante: ce qui m'importe par-dessus tout dans une œuvre d'art, c'est la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir. Accueillons donc notre emblème de la profondeur vitale, Sophie Bignon, dans le plateau d'Histoire de fou. A tout de suite. Parti. Est-ce que tu peux filmer le moment où t'arrives? Ouais. Ah ouais, c'est ouais. Là. Ok. Ça filme là? Mais ouais. toi, tu pourras couper ce qu'on est en train de faire maintenant. Ok. Bienvenue à notre invitée Sophie Bignon. Bonjour Sophie. Bonjour Caroline. Comment allez-vous Sophie? Je suis trop contente de venir sur mon plateau. Je suis très contente de venir aujourd'hui. C'est très gentil de nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui pour cette interview. Alors je vais vous présenter en quelques mots à nos nombreux spectateurs aujourd'hui qui nous suivent. Donc Sophie a 28 ans. Elle est professeure des écoles, elle a fait de la gymnastique depuis toute petite, donc c'est une ex-gymnaste accomplie, juge en compétition de gymnastique et également écrivain, auteur d'un livre qui s'appelle Les mots pressés, qui est paru chez L'Harmattan le 10 avril 2019. Tout à fait. Voilà, je ne me suis pas trompée, vous avez vu, j'ai bossé mon interview, je suis une grande journaliste. Vous avez, enfin je sais pas si on se tutoie ou on se voit pour cette interview, qu'en pensez-vous, chers téléspectateurs? Alors, on va se tutoyer, d'accord. Donc, Sophie, tu as réalisé toi-même la couverture du livre? Oui, tout à fait. Voilà, montre-nous la couverture, on va la regarder. C'est Sophie qui a fait et le livre et la photo. Elle est pas mal, hein, cette invitée, je sais, j'ai pas pris n'importe qui. Et oui. Nous recevons le gratin en Histoire de fou. Mais oui. Alors, tu es là pour nous parler de ton parcours, à la fois à travers la pathologie du trouble du comportement alimentaire, ton expérience de l'hospitalisation, mais aussi celle de la création et de ton histoire d'auteur, d'artiste, qui t'a amené à la publication de cet ouvrage et à ton travail artistique que tu fais depuis le début. Alors, c'est une histoire de fou tout ça, n'est-ce pas Sophie? Reçue sur un grand plateau comme ça aujourd'hui pour parler de création. Alors, pourquoi j'ai invité Sophie aujourd'hui? Parce que son histoire est en fait à la fois universelle et exemplaire. Vous allez voir que le parcours de mon amie Sophie va sûrement vous inspirer énormément, vous qui regardez et qui allez comprendre comment elle a pu sublimer une situation difficile. Alors, j'ai demandé à notre invitée, donc je t'ai demandé Sophie, excusez-moi, je regarde mes notes, et oui, je n'arrive pas à faire de l'impro. Je t'ai demandé de venir pour parler aux internautes qui sont confrontés eux-mêmes éventuellement à la situation que tu as pu vivre toi par rapport au trouble du comportement alimentaire ou la psychiatrie en général, parce que je crois savoir que c'était un de tes moteurs par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche? Ma démarche? Oui. Enfin, pour expliquer un peu pourquoi tu acceptes de venir répondre à mes questions sublimes aujourd'hui. En fait, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire un peu par hasard. C'est-à-dire que je pense que j'étais pas... Non, en fait, là, ce qu'on voulait dire, c'était le truc que tu voulais quand même. Excuse-moi, non, mais parce que ce qu'on voulait dire, ça, c'est après, en fait. Parce que, non, mais ça, en fait, c'est le moment où on voulait dire que tu sais que tu avais envie de partager ton expérience pour que ça serve aux autres et que genre, tu voulais faire une association, peut-être comme ça. C'est ça qu'on voulait dire au départ. C'est pas grave, on enchaîne et tu couperas? Ouais. Ouais, ok. Alors, on reprend surtout, parce que c'est pour que vous pourrez montrer. Alors, je t'ai demandé de venir sur le plateau de Histoire du fou pour répondre à mes questions et partager ton expérience, qui est à la fois universelle, car je pense qu'elle touche beaucoup de personnes, et exemplaire, parce que tu as un parcours unique, que je connais moi, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir présenter aux téléspectateurs. Mais bien sûr, allons-y. Et donc, je t'ai demandé de venir sur le plateau, nous parler un peu de ta démarche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'anime dans le fait de venir témoigner dans Histoire de fou aujourd'hui avec moi? Je comprends pas cette question. Ah, ça on le coupe pas, ça on le laisse. Alors, vous pouvez répéter la question?
je crois savoir, enfin tu m'avais dit il y a pas mal de temps que tu avais eu une idée, que tu avais envie que ton expérience serve et que voilà, d'aider les autres. Donc voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un tout petit peu en quoi, comment tu comptes procéder pour que ton expérience serve aux autres personnes? Bah, en fait, j'ai envie de raconter mon histoire parce que je pense elle est pas banale, mais d'un autre côté, C'est vrai. d'un autre côté, je me suis rendu compte que ça touchait énormément de personnes, notamment parce que j'ai choisi d'exposer un petit peu publiquement ce qui m'était arrivé par le biais d'Instagram, et j'ai aussi fait une vidéo sur YouTube. Et suite à ça, j'ai reçu énormément de messages de personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas, qui ont eu ce problème de trouble du comportement alimentaire, qui l'ont encore aujourd'hui, et qui n'en parlent pas parce que ils ont honte, parce que c'est encore très tabou. Et voilà, moi je voudrais casser ce tabou et dire que ça arrive, et que ça peut arriver à n'importe qui, mais qu'on peut s'en sortir. En tout cas, moi j'y crois. Moi aussi. J'ai jamais arrêté d'y croire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui, pour en parler publiquement et voilà, dire que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est une vraie souffrance, mais c'est pas quelque chose de figé, on peut s'en sortir. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à témoigner aujourd'hui. Bah écoute, du fond de mon cœur, je te remercie énormément de nous faire cet honneur de venir discuter avec moi de ce sujet. Alors, par rapport justement à ce que tu disais, que c'est des tabous, que les gens n'osaient pas en parler, j'ai pensé qu'on allait pouvoir faire un petit questionnaire, une petite interview, info-intox. Oui, parce qu'effectivement, vous qui regardez Histoire de fou, j'aime bien, vous savez, ne pas voilà, avoir un franc-parler et rentrer dans l'art des clichés. Et on va aujourd'hui, avec Sophie, aborder les choses, voilà, les opinions un peu clichés, traditionnelles sur les TCA, qui sont en fait à réviser. Alors, commençons notre interview info-intox, si tu le veux bien. On pourra couper là, peut-être à ce moment-là. Ouais, ok. Alors... Première info intox, est-ce que c'est un choix le TCA? On m'a souvent dit ça, que c'était comme un choix, que c'était un manque de volonté, que voilà. Non, ça n'est pas un choix. J'ai pas choisi de devenir malade parce que c'est une maladie. C'est pas un simple caprice comme j'ai pu l'entendre de nombreuses fois. Oui, hélas. Ouais. Non, c'est quelque chose en fait presque qui s'impose à soi, une espèce de voix en fait qui te dit non, tu ne dois pas manger, tu dois aller te faire vomir, tu dois aller te peser. Voilà, c'est une espèce de force intérieure totalement destructrice en fait, qui s'immisce mais de manière totalement insidieuse. Ça vient pas c'est pas du jour au lendemain on devient anorexique en fait. Écoutez bien, ça c'est très très important, ouais. Ça vient petit à petit s'agripper toujours plus violemment en soi. Et putain, va falloir que... Non mais c'est super bien ce que tu fais, non, c'est génial. Non, c'est génial. J'ai juste une idée d'impro comme ça qui me vient. Ouais. Alors, quand tu dis, Sophie, une voix, là j'entends direct les téléspectateurs. Bon, je vais dire les téléspectateurs, désolé pour vous. On sait jamais, on va se mettre sur la télé aussi. Je vais envoyer à M6, ça sera un tabac. Non, j'allais dire, oui, j'entends déjà les gens répondre. Une voix, c'est-à-dire qu'en fait, la fille elle est schizo, elle entend des voix. Est-ce que c'est la même chose que des hallucinations auditives, comme dans certains troubles psychiatriques, où il y a une voix qui vous attaque, comme ça c'est une voix que vous connaissez par exemple, Alors, où vous avez des gens qui parlent dans la rue de vous, est-ce que c'est un truc comme ça? Alors je ne pourrais pas trop comparer avec d'autres troubles psychiques parce que je ne les connais pas. Okay. Mais effectivement c'est... Mais t'as déjà entendu le cliché que les schizos ils entendent des voix, voilà. Bon, okay. Mais c'est vraiment une voix à l'intérieur de soi qui me parle, et même encore aujourd'hui, qui me dit t'es trop grosse, faut que tu maigrisses. Et c'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment quelque chose de très profond, comme si ça devenait une question de vie ou de mort en fait, de maigrir.
Et du coup, ça devient une lutte contre cette voix, essayer de ne pas l'écouter et d'écouter plutôt les autres, d'écouter plutôt... parce qu'on c'est comme s'il y avait deux personnes en nous, une partie saine et une partie malade. Et dans la démarche de guérison, c'est écouter la partie de soi saine. Sauf qu'elle est souvent un petit peu écrasée par cette voix qui devient de plus en plus importante en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la voix elle prend tellement de place qu'on n'arrive plus à faire face. Et donc, vient le moment de se dire il faut que je sorte de là. Donc ça peut passer par juste un suivi psychologique ou une hospitalisation. Dans mon cas, ça a été une hospitalisation. Assez longue d'ailleurs. Ok, ça de toute façon on va revenir dessus juste un peu après dans les questions, où tu pourras nous expliquer en détail, de façon plus approfondie ton expérience d'hospitalisation. Je reviens quand même sur la voix parce que j'ai une question qui vient de m'arriver dans la tête que je n'avais pas préparée. Est-ce que cette voix-là, elle parle de la même manière que toi? Est-ce qu'elle emploie tes mots, ta façon de formuler les choses? Est-ce que cette voix c'est toi? Ou est-ce que c'est une voix qui te parle différemment, comme si c'était une étrangère de l'extérieur? Elle est un peu étrangère. Je dirais que c'est ce qui est particulier, c'est que ça vient vraiment petit à petit, quoi. Au début on a l'impression que c'est soi, que c'est soi-même, que c'est la pensée, que c'est la pensée, que c'est naturel, que c'est normal. Et du coup, ça s'installe et ça devient de plus en plus présent jusqu'à ce qu'on ne pense plus que nourriture, plus que perte de poids, plus que aller monter sur sa balance 15 fois par jour. C'est un tyran en fait, cette voix. C'est un tyran, c'est totalement ça. Alors je fais juste je fais juste un petit commentaire en lien, c'est qu'effectivement d'entendre une voix de cette manière-là qui n'est pas celle de nos mots à nous, ça existe vraiment dans plusieurs troubles psychiatriques, pas que le TCA, mais c'est effectivement dans les hallucinations auditives qu'ont les personnes schizophrènes ou borderline. C'est souvent des gens qui sont extérieurs dans la rue, par exemple, qui vous critiquent. C'est souvent une voix que vous connaissez de quelqu'un, d'une amie que vous connaissez, qui va venir dans votre tête et qui vous critique. Mais c'est pas une voix inconnue et qui parle de manière aussi directe. C'est ça qui est très, très spécifique, en fait, je trouve, dans ce que tu dis. Et voilà, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas du tout connu du plus grand public, que les gens ne connaissent pas du tout. Et c'est super intéressant parce que j'imagine que ça doit être un enfer de vivre avec cette personne à l'intérieur de toi qui te commande, en fait. C'est un enfer parce que, du coup, petit à petit, on s'enferme, on s'isole parce que l'anorexie devient notre meilleure amie, entre guillemets. Elle nous laisse plus le choix de rien faire, de sortir, d'aller boire un verre avec des amis, non, il faut toujours s'isoler de plus en plus, et c'est infernal parce que au début... Est-ce que si tu fais comme ça, elle arrête? Si seulement, ce serait bien, ce serait super, mais non, ça marche pas comme ça malheureusement. Et surtout au début, en fait, on est dans une phase de déni. En tout cas, je veux pas généraliser parce que chaque cas de TCA ou même autre maladie psychique est bien particulier, chacun a son parcours. Donc je peux pas faire de mon cas une généralité, même si en ayant parlé avec d'autres patients souffrant de la même pathologie, on trouve beaucoup de similitudes. Mais moi, en tout cas, au début, j'étais dans une vraie phase de déni, dans le sens où je percevais pas que j'avais un problème, parce que cette voix que j'entendais, je me rendais pas compte que c'était totalement malveillant. Pour moi, ça devenait complètement normal, et le reflet que je voyais dans le miroir, pour moi, était normal. Je ne me voyais pas maigre, je me voyais pas mince, je me voyais toujours trop grosse, parce que voilà, je me regardais dans le miroir et la voix me disait ah ben non, là t'as encore de la graisse, là t'as encore ceci, t'as encore cela, et ça prend tellement de place, c'est infernal. Enfin, je me suis coupée totalement de mon entourage, de mon copain, de ma famille, parce que j'avais peur qu'on me voie, j'avais peur qu'on me juge. La culpabilité, elle était tellement présente, c'est une espèce de... Voilà, en fait, la voix, elle te fait culpabiliser pour tout ce que tu fais. Que ça soit manger, que ça soit sortir et profiter, t'as plus le droit de rien faire. Donc c'est une vraie prison, en fait. C'est une prison qu'on se fabrique tout seul, mais encore une fois, on ne choisit pas de tomber là-dedans. Et moi,
quand j'étais plus jeune, je disais que ça m'arriverait jamais parce que j'étais hyper gourmande. Et je reste hyper gourmande aujourd'hui, malgré les troubles alimentaires. Je pensais vraiment que ça allait pas m'arriver et pourtant ça m'est arrivé. Donc je pense qu'il faut être très vigilant quand il y a des signes de troubles alimentaires qui arrivent, parce que ça peut dégringoler très vite. Moi je l'ai pas vu venir, j'ai perdu une dizaine de kilos en quelques mois alors que j'étais déjà fine. Et je me suis rendu compte peut-être un peu tard que j'ai un problème. Je pense qu'il ne faut pas minimiser, les choses. J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut être humble en fait par rapport aux maladies, aux maladies en général en fait. Qu'une maladie ça peut vous tomber dessus comme ça, mais alors que vous n'avez aucune prédisposition en fait à l'avoir d'une certaine manière. Tout à fait. Parce que je dis ça en pensant aux gens qui vont me dire qu'une maladie psychologique, c'est de la faute de la personne et que c'est pas une vraie maladie comme une maladie physique. En fait, une maladie psychiatrique, ça vous tombe dessus de la même manière qu'un cancer ou qu'une maladie. Ok. Alors, deuxième info ou intox. Est-ce que ça commence par un régime? Alors ça, on l'entend souvent. En effet, ça peut commencer par un régime. Il y en a qui s'est arrivé qui ont commencé par un régime, mais dans beaucoup de cas, et en tout cas dans mon cas, ça n'a pas du tout commencé par un régime. Je me suis mise à travailler beaucoup parce que je suis devenue professeure des écoles. Et merci. Et je prenais pas forcément le temps de manger, donc j'ai perdu du poids, mais sans le vouloir. C'était pas du tout un choix de ma part. Et en fait, quand j'ai commencé à reprendre du poids, parce que j'avais besoin de reprendre du poids, là je l'ai pas accepté. D'accord. Et en fait, je pense que le fait d'avoir perdu du poids, ça fait goûter la drogue en fait. D'une manière. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience de c'est chouette de perdre du poids. Et où est-ce que je peux aller en fait? Je me fixais une espèce de marge en me disant bon bah là je fais moins de 50 kilos, c'est maigre, c'est bien, j'ai une petite marge pour pouvoir me faire plaisir et tout ça. Mais est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Et bon bah après je fixais une marge, bon bah 48 kilos. Ah c'est pas assez, donc je peux descendre jusqu'à 45. C'est hyper Puis après 40, et puis après sous la barre des 40 kilos, alors que... C'est comme un petit challenge en fait. C'est comme un challenge, ouais. Et au début la balance, j'y allais une fois par jour, puis après c'était 2 fois par jour, puis 3 fois par jour. C'est une histoire de fou, n'est-ce pas? Sans rire. Non, par contre, j'ai rebondirai juste en disant que, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est exactement la même façon d'évoluer qu'une addiction, une toxicomanie, par exemple, aux produits, aux substances, enfin à la drogue, ou l'alcoolisme, c'est-à-dire, on va se dire, hop, je bois pas un verre avant 17h, puis ça devient 15h, puis ça devient midi. Voilà, donc c'est juste pour faire un parallèle, effectivement, ça ressemble effectivement beaucoup aux autres addictions. Voilà, donc, troisième info intox, on est guéri quand on a pris du poids. Alors ça c'est une très bonne question parce que c'est un peu ce à quoi je suis confrontée en ce moment. Donc je suis passée par 2 hospitalisations, une de 5 mois et une de 3 mois. À ma première hospitalisation, j'ai été transférée dans un service pour avoir la sonde nasogastrique, donc j'étais nourrie par cette sonde qui passait par mon nez. De force en fait. Voilà, de force, qui m'a fait reprendre du poids. Je suis sortie, j'avais des compléments alimentaires par jour en plus des repas, donc pour me faire prendre du poids. Alors explique-nous, petite aparté, qu'est-ce que c'est les compléments alimentaires? Parce que c'est quand même tout un truc cette histoire. Les compléments alimentaires, c'est un... Alors moi, dans mon cas, c'était une petite bouteille avec un liquide comme un iode, un petit peu très très calorique, avec... Wouh, on y va. Alors. Donc, je suis retournée à l'hôpital le 26 décembre. Et là, donc, j'avais que mon ordinateur comme allié. Et je me suis dit, là, il faut que je donne un sens à cette deuxième hospitalisation. Je ne voulais pas que ça soit juste je reprends du poids et basta. Et non, je pense que j'avais un vrai travail d'introspection à faire. Que j'arrivais pas à trouver uniquement par les soins qu'on m'a prodigués avec la thérapie et tout ça. Et en fait, ça m'a servi de thérapie. Et en fait, je suis partie d'une phrase qu'on m'a dite qu'on a dit quand j'étais à l'hôpital de Garches, quand j'avais la sonde, où une infirmière a dit t'as envoyé la 8 à la douche.
disait ça à une autre infirmière en parlant de moi. Et donc je me suis dit à ce moment-là, je ne suis qu'un numéro de chambre. Et ça a été le point de départ de mon livre en fait. De dire je suis partie d'une vie normale, classique, je me retrouve dans une chambre d'hôpital avec une sonde dans le nez et comment j'ai pu en arriver là. Et donc c'est là que je me suis posé la question comment j'en suis arrivée là et j'ai commencé à écrire mon livre. Est-ce que c'était un livre déjà dans ta tête dès le début? Non, au début c'était juste un texte pour moi. Puis j'ai continué. Je me mettais à écrire 5-6 heures par jour. J'arrêtais pas. Encore une fois, le juste milieu. Voilà. Et ça m'a fait un bien fou de poser ça par écrit. C'était un exutoire pour moi. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvée un petit peu. Et je me suis dit, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Et je voudrais vraiment pouvoir l'exposer publiquement. Que ça devienne aussi un outil pour les autres, pas seulement pour moi. Même si dans un premier temps ça a été pour m'aider moi, je pense que je l'ai fait aussi pour pouvoir aider d'autres personnes. Alors vraiment, chers internautes, c'est vraiment ce qu'on ressent en lisant ton livre. C'est vraiment à la fois une démarche personnelle et on le sent très bien, mais en même temps, il y a vraiment, on y trouve énormément de choses qui vont nous parler à nous-mêmes, dans lesquelles on va s'identifier, dans lesquelles on va se retrouver. En combien de temps tu as écrit ce livre? Alors, je l'ai écrit en 2 mois à peu près. Voilà, donc vous comprenez l'exploit de Mademoiselle qui nous a écrit un livre en 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as fini d'écrire ce livre? Une fois que j'ai fini d'écrire le livre, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de le faire publier. Je voulais vraiment aller au bout de cette démarche parce que enfin, j'ai voulu être authentique dans ce que j'ai dit et j'avais l'intime conviction que ça pouvait être dévoilé publiquement. J'avais pas envie d'avoir honte, j'avais pas envie d'avoir à me cacher de ce que j'avais traversé. Je voulais en faire une force. Et donc j'ai envoyé mon manuscrit à pas mal de maisons d'édition, les plus connues comme les moins connues. Donc j'ai essuyé quelques refus, j'ai aussi eu quelques maisons d'édition qui me demandaient de l'argent pour être publié. Donc, je me suis un petit peu renseignée en me disant que c'était peut-être pas la bonne solution. J'avais pas les, j'avais pas les moyens de toute façon. Voilà. L'Harmattan m'a contacté quelques semaines plus tard pour me dire qu'il acceptait mon manuscrit. Et donc là, avec l'aide d'une autre personne, on a corrigé le manuscrit, on l'a mis en page comme il fallait. Reprends-nous le livre pour vous montrer un petit peu voilà, la couverture. On a fait la couverture, donc c'est moi qui ai fait la photo de couverture. On a travaillé la 4e de couverture aussi. Voilà, on a tout bien mis en page. Voilà. Très chouette, hein. Et donc peut-être un mois plus tard, il a été publié, donc le 10 avril. Et donc là, j'ai eu quelques exemplaires entre les mains et ça m'a fait tout drôle de voir tout ce que j'avais craché sur mon ordinateur. C'est sur ces quelques centaines de pages. C'est mon histoire. C'est ton chef-d'œuvre, moi je trouve aussi. Alors, je suis un peu trop modeste pour parler de ça. Oui, c'est pour ça que je sais qu'elle ne le dira pas. Alors, j'avais juste envie de dire, avant la dernière question, que ce n'est pas une histoire en fait, c'est vraiment une œuvre littéraire artistique. On peut la lire même si on n'a jamais entendu parler de ce que c'est le TCA. Et si on ne se sent pas du tout concerné par la problématique du TCA, on peut lire cette histoire comme n'importe quelle autre histoire, je trouve. Enfin, il y a une vraie qualité d'écriture, de montrer les émotions de cette manière-là. Et c'est un vrai récit, c'est une vraie intrigue construite avec talent et avec force et avec sincérité. Donc voilà, vous pouvez lire Les mots pressés, peu importe si vous traversez ou vous connaissez cette problématique-là. Ça peut intéresser, je trouve, tout le monde d'une manière globale. Alors, parlez-nous un peu de l'accueil du livre. Alors, j'ai offert un exemplaire à ma diététicienne, aussi à d'autres soignants qui se sont passés entre eux.
et ils ont tous très bien accueilli le livre. J'ai eu que des retours très positifs en disant que ça aidait vraiment à mieux comprendre la maladie. Et de la part de proches aussi qui ont lu le livre et qui m'ont dit qu'ils arrivaient mieux à comprendre ce que j'avais traversé. Et non, j'ai eu que des très bons retours et ça m'a fait beaucoup de bien de me sentir entendue et comprise et qu'on me félicite. Voilà, j'en ai fait une force en fait de ce que j'ai, de ce qui m'a tourmenté. J'en ai fait quelque chose d'assez positif. Une œuvre d'art. C'est vraiment important ce que tu dis, Sophie, parce que voilà, ça montre que l'art, enfin que la création peut être un facteur de résilience et de guérison. Et je trouve que c'est une grande inspiration pour les gens qui regardent cette vidéo, d'entendre ton histoire. Est-ce que tu peux nous informer un petit peu sur la suite? Est-ce qu'il y a un tome 2 au moment pressé? Alors, je suis en train d'écrire quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Est-ce que je vais le faire publier ou pas? Ça m'a demandé tellement d'énergie d'écrire les mots pressés. Ça a été tellement, enfin, dans sa globalité, quelque chose d'assez abouti. Assez abouti. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'ai l'impression que ça me met une pression de me dire que d'en faire une suite parce que je voudrais que ça soit au moins à la hauteur de ce que j'ai déjà fait. Donc c'est vrai que je suis en train quand même, je continue d'écrire parce que ça me fait du bien. Et oui, je suis en train d'écrire la suite parce que mon livre s'arrête au début de ma deuxième hospitalisation et je suis en train d'écrire la suite dans l'espoir d'écrire un livre où là vraiment je parle de guérison pure et pas juste d'espoir d'aller mieux. Merci Sophie de nous avoir partagé avec nous cette histoire et je suis très très contente qu'on ait pu parler de ton livre. Quels sont tes projets maintenant en dehors de l'écriture? Alors en ce moment, je suis toujours en hôpital de jour 5 jours par semaine. Je garde un suivi assez serré par rapport au TCA. Et mes projets, c'est reprendre mon travail en septembre. Donc, je suis professeure des écoles. Et pas la moindre. Voilà, mes projets, c'est retrouver une vie classique, on va dire. D'accord. Bah écoute Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. La vidéo est très longue, on le sait, mais, mais écoutez, voilà, c'est une émission de télévision que nous avons fait. Alors tout ce que je te souhaite évidemment, tu le sais très bien, c'est de continuer à être la Sophie que tu es, d'être vraie, sincère, authentique. Et je pense que ça sera une grande inspiration pour tout le monde de lire ton livre et je vous conseille, je vous recommande, je vous invite à le lire très vite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous vous disons au revoir. Au revoir Sophie. Au revoir. Et merci. Et merci beaucoup. À la prochaine fois. Voilà. Woo! It's a wrap. Parti. Est-ce que tu peux filmer le moment où t'arrives? Ouais. Ah ouais, c'est ouais. Là. Ok. Ça filme là? Mais toi, tu pourras couper ce qu'on est en train de faire maintenant. Ok. Bienvenue à notre invitée Sophie Bignon. Bonjour Sophie. Bonjour Caroline. Comment allez-vous Sophie? Je suis trop contente de venir sur mon plateau. Je suis très contente de venir aujourd'hui. C'est très gentil de nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui pour cette interview. Alors je vais vous présenter en quelques mots à nos nombreux spectateurs aujourd'hui qui nous suivent. Donc Sophie a 28 ans. Elle est professeure des écoles. Elle a fait de la gymnastique depuis toute petite, donc c'est une ex-gymnaste accomplie, juge en compétition de gymnastique et également écrivain, auteur d'un livre qui s'appelle Les mots pressés, qui est paru chez L'Harmattan le 10 avril 2019. Tout à fait. Voilà, je ne me suis pas trompée, vous avez vu, j'ai bossé mon interview, je suis une grande journaliste. Vous avez, enfin je sais pas si on se tutoie ou on se voit pour cette interview, qu'en pensez-vous, chers téléspectateurs? Alors, on va se tutoyer, d'accord. Donc, Sophie, tu as réalisé toi-même la couverture du livre. Oui.
Tout à fait. Voilà, montre-nous la couverture, voilà, regardez. C'est Sophie qui a fait et le livre et la photo. Elle est pas mal, hein, cette invitée, je sais, j'ai pas pris n'importe qui. Et oui. Nous recevons le gratin à Histoire de Fou. Mais oui. Alors, tu es là pour nous parler de ton parcours. Oui. À la fois à travers la pathologie du trouble du comportement alimentaire, ton expérience de l'hospitalisation, mais aussi celle de la création et de ton histoire d'auteur, d'artiste, qui t'a amené à la publication de cet ouvrage et à ton travail artistique que tu fais depuis le début. Alors, c'est une histoire de fou tout ça, n'est-ce pas Sophie? Reçue sur un grand plateau comme ça aujourd'hui pour parler de création. Alors, pourquoi j'ai invité Sophie aujourd'hui? Parce que son histoire est en fait à la fois universelle et exemplaire. Vous allez voir que le parcours de mon amie Sophie va sûrement vous inspirer énormément, vous qui regardez et qui allez comprendre comment elle a pu sublimer une situation difficile. Alors, j'ai demandé à notre invitée, donc je t'ai demandé Sophie, excusez-moi, je regarde mes notes, et oui, je n'arrive pas à faire de l'impro. Je t'ai demandé de venir pour parler aux internautes qui sont confrontés eux-mêmes éventuellement à la situation que tu as pu vivre toi par rapport au trouble du comportement alimentaire ou la psychiatrie en général, parce que je crois savoir que c'était un de tes moteurs par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche? Ma démarche? Oui. Enfin, pour expliquer un peu pourquoi tu acceptes de venir répondre à mes questions sublimes aujourd'hui. En fait, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire un peu par hasard. C'est-à-dire que je pense que j'étais pas... Non, en fait, là, ce qu'on voulait dire, c'était le truc que tu voulais quand même. Excuse-moi, non, mais parce que ce qu'on voulait dire, ça, c'est après, en fait. Parce que, non, mais ça, en fait, c'est le moment où on voulait dire que tu sais que tu avais envie de partager ton expérience pour que ça serve aux autres et que genre, tu voulais faire une association, peut-être comme ça. C'est ça qu'on voulait dire au départ. C'est pas grave, on enchaîne et tu couperas? Ouais, ok. Alors, je reprends surtout, parce que c'est pour que vous pourrez montrer. Alors, je t'ai demandé de venir sur le plateau de Histoire de Fou pour répondre à mes questions et partager ton expérience, qui est à la fois universelle, car je pense qu'elle touche beaucoup de personnes, et exemplaire, parce que tu as un parcours unique, que je connais moi, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir présenter aux téléspectateurs. Mais bien sûr, allons-y. Et donc, je t'ai demandé de venir sur le plateau, nous parler un peu de ta démarche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'anime dans le fait de venir témoigner dans Histoire de Fou aujourd'hui avec moi? Je comprends pas cette question. Ah, ça on le coupe pas, ça on le laisse. Alors, vous pouvez répéter la question? Je crois savoir, tu m'avais dit il y a pas mal de temps que tu avais eu une idée, que tu avais envie que ton expérience serve et que d'aider les autres. Donc voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un tout petit peu en quoi, comment tu comptes procéder pour que ton expérience serve aux autres personnes? En fait, j'ai envie de raconter mon histoire parce que je pense qu'elle est pas banale, mais d'un autre côté, c'est vrai. D'un autre côté, je me suis rendu compte que ça touchait énormément de personnes, notamment parce que j'ai choisi d'exposer un petit peu publiquement ce qui m'était arrivé par le biais d'Instagram, et j'ai aussi fait une vidéo sur YouTube. Et suite à ça, j'ai reçu énormément de messages de personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas, qui ont eu ce problème de trouble du comportement alimentaire, qui l'ont encore aujourd'hui, et qui n'en parlent pas parce qu'ils ont honte, parce que c'est encore très tabou. Et voilà, moi je voudrais casser ce tabou et dire que ça arrive, et que ça peut arriver à n'importe qui, mais qu'on peut s'en sortir. En tout cas, moi j'y crois. Moi aussi. J'ai jamais arrêté d'y croire, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là aujourd'hui pour en parler publiquement et voilà, dire que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est une vraie souffrance, mais c'est pas quelque chose de figé, on peut s'en sortir. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à témoigner aujourd'hui.
Bah écoute, du fond de mon cœur, je te remercie énormément de nous faire cet honneur de venir, de venir discuter avec moi de ce sujet. Alors, par rapport justement à ce que tu disais, que c'était tabou, que les gens n'osaient pas en parler, j'ai pensé qu'on allait pouvoir faire un petit questionnaire, une petite interview, info-intox. Oui, parce qu'effectivement, vous qui regardez Histoire de fou, j'aime bien, vous savez, ne pas voilà, avoir un franc-parler et rentrer dans l'art des clichés. Et on va aujourd'hui, avec Sophie, aborder les choses, voilà, les opinions un peu voilà, clichés, traditionnelles sur les TCA, qui sont en fait à réviser. Alors, commençons notre interview info-intox, si tu le veux bien. On pourra couper là peut-être à ce moment-là. Ouais, ok. Alors... Première info intox, est-ce que c'est un choix le TCA? On m'a souvent dit ça, que c'était comme un choix, que c'était un manque de volonté, que voilà. Non, ça n'est pas un choix. J'ai pas choisi de devenir malade parce que c'est une maladie. C'est pas un simple caprice comme j'ai pu l'entendre de nombreuses fois. Oui, hélas. Ouais. Non, c'est quelque chose en fait presque qui s'impose à soi, une espèce de voix en fait qui te dit non, tu ne dois pas manger, tu dois aller te faire vomir, tu dois aller te peser. Voilà, c'est une espèce de force intérieure totalement destructrice en fait, qui s'immisce mais de manière totalement insidieuse. Ça vient pas c'est pas du jour au lendemain on devient anorexique en fait. Écoutez bien, ça c'est très très important. Ouais. Ça vient petit à petit s'agripper toujours plus violemment en soi. Et putain, va falloir que... Non mais c'est super bien ce que tu fais, non, c'est génial. Non, c'est génial. J'ai juste une idée d'impro comme ça qui me vient. Alors, quand tu dis, Sophie, une voix, là j'entends direct les téléspectateurs. Bon, je vais dire les téléspectateurs, désolé pour vous. On sait jamais, on va se mettre sur la télé aussi. Je vais envoyer M6, ça sera un tabac. Non, j'allais dire, oui, j'entends déjà les gens répondre. Une voix, c'est-à-dire qu'en fait, la fille elle est schizo, elle entend des voix. Est-ce que c'est la même chose que des hallucinations auditives, comme dans certains troubles psychiatriques, où il y a une voix qui vous attaque, comme ça c'est une voix que vous connaissez par exemple, où vous avez des gens qui parlent dans la rue de vous, est-ce que c'est un truc comme ça? Alors je ne pourrais pas trop comparer avec d'autres troubles psychiques parce que je ne les connais pas. Okay. Mais effectivement c'est... Mais tu as déjà entendu le cliché, que les schizos ils entendent des voix, voilà. Bon, okay. Mais c'est vraiment une voix à l'intérieur de soi qui me parle, et même encore aujourd'hui, qui me dit t'es trop grosse, faut que tu maigrisses. Et c'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment quelque chose de très profond, comme si ça devenait une question de vie ou mort en fait, de maigrir. Et du coup, ça devient une lutte contre cette voix, essayer de ne pas l'écouter et d'écouter plutôt les autres, d'écouter plutôt parce qu'on c'est comme s'il y avait deux personnes en nous, une partie saine et une partie malade. Et dans la démarche de guérison, c'est écouter la partie de soi saine. Sauf qu'elle est souvent un petit peu écrasée par cette voix qui devient de plus en plus importante en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la voix elle prend tellement de place qu'on n'arrive plus à faire face. Et donc, vient le moment de se dire il faut que je sorte de là. Donc ça peut passer par juste un suivi psychologique ou une hospitalisation. Dans mon cas, ça a été une hospitalisation. Assez longue d'ailleurs. Ok, ça de toute façon on va revenir dessus un peu après dans les questions, où tu pourras nous expliquer en détail, de façon plus approfondie ton expérience d'hospitalisation. Je reviens quand même sur la voix parce que j'ai une question qui vient de m'arriver dans la tête que je n'avais pas préparée. Est-ce que cette voix-là, elle parle de la même manière que toi? Est-ce qu'elle emploie tes mots, ta façon de formuler les choses? Est-ce que cette voix c'est toi? Ou est-ce que c'est une voix qui te parle différemment, comme si c'était une étrangère de l'extérieur? Elle est un peu étrangère. Je dirais que c'est ce qui est particulier, c'est que ça vient vraiment petit à petit quoi. C'est au début
début on a l'impression que c'est soi-même. Que c'est la pensée voilà, okay. que c'est la pensée, que c'est naturel, que c'est normal. Et du coup ça s'installe et ça devient de plus en plus présent jusqu'à ce qu'on ne pense plus que nourriture, plus que perte de poids, plus que aller monter sur sa balance 15 fois par jour. C'est un tyran en fait. C'est un tyran, c'est totalement ça. Alors je fais juste je fais juste un petit commentaire en lien, c'est qu'effectivement d'entendre une voix de cette manière-là qui n'est pas celle de nos mots à nous, ça existe vraiment dans plusieurs troubles psychiatriques, pas que le TCA, mais c'est effectivement dans les hallucinations auditives que ont les personnes schizophrènes ou borderline. C'est souvent des gens qui sont extérieurs dans la rue, par exemple, qui vous critiquent. C'est souvent une voix que vous connaissez de quelqu'un, d'une amie que vous connaissez, qui va venir dans votre tête et qui vous critique. Mais c'est pas une voix inconnue et qui parle de manière aussi directe. C'est ça qui est très, très spécifique, en fait, je trouve, dans ce que tu dis. Et voilà, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas du tout connu du plus grand public, enfin, que les gens ne connaissent pas du tout. Et c'est super intéressant parce que j'imagine que ça doit être un enfer de vivre avec cette personne à l'intérieur de toi qui te commande, en fait. C'est un enfer parce que, du coup, petit à petit, on s'enferme, on s'isole parce que l'anorexie devient notre meilleure amie, entre guillemets. Elle nous laisse plus le choix de rien faire, de sortir, d'aller boire un verre avec des amis, non, il faut toujours s'isoler de plus en plus, et c'est infernal parce que au début... Est-ce que si tu fais comme ça, elle arrête? Si seulement, ce serait bien, ce serait super, mais non, ça marche pas comme ça malheureusement. Et surtout au début, en fait, on est dans une phase de déni. En tout cas, je veux pas généraliser parce que chaque cas de TCA ou même autre maladie psychique est bien particulier, chacun a son parcours. Donc je peux pas faire de mon cas une généralité, même si en ayant parlé avec d'autres patients souffrant de la même pathologie, on trouve beaucoup de similitudes. Mais moi en tout cas au début j'étais dans une vraie phase de déni dans le sens où je percevais pas que j'avais un problème parce que cette voix que j'entendais, je me rendais pas compte que c'était totalement malveillant. Pour moi ça devenait complètement normal et le reflet que je voyais dans le miroir pour moi était normal. Je ne me voyais pas maigre, je ne me voyais pas mince, je me voyais toujours trop grosse parce que voilà, je me regardais dans le miroir et la voix me disait non, là t'as encore de la graisse, là t'as encore ceci, t'as encore cela, et ça prend tellement de place, c'est infernal. Enfin, je me suis coupée totalement de mon entourage, de mon copain, de ma famille, parce que j'avais peur qu'on me voie, j'avais peur qu'on me juge. La culpabilité, elle était tellement présente, c'est une espèce de... Voilà, en fait, la voix, elle te fait culpabiliser pour tout ce que tu fais. Que ça soit manger, que ça soit sortir et profiter, t'as plus le droit de rien faire. Donc c'est une vraie prison, en fait. C'est une prison qu'on se fabrique tout seul, mais encore une fois, on ne choisit pas de tomber là-dedans. Et moi, quand j'étais plus jeune, je disais que ça m'arriverait jamais parce que j'étais hyper gourmande. Et je reste hyper gourmande aujourd'hui, malgré les troubles alimentaires. Je pensais vraiment que ça allait pas m'arriver et pourtant ça m'est arrivé. Donc je pense qu'il faut être très vigilant quand il y a des signes de troubles alimentaires qui arrivent parce que ça peut dégringoler très vite. Moi je l'ai pas vu venir, j'ai perdu une dizaine de kilos en quelques mois alors que j'étais déjà fine. Et je me suis rendu compte peut-être un peu tard que j'ai un problème. Je pense qu'il ne faut pas minimiser les choses. J'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut être humble en fait par rapport aux maladies, aux maladies en général en fait. Qu'une maladie ça peut vous tomber dessus comme ça, alors que vous n'avez aucune prédisposition en fait à l'avoir d'une certaine manière. Tout à fait. Parce que je dis ça en pensant aux gens qui vont me dire qu'une maladie psychologique, c'est de la faute de la personne et que c'est pas une vraie maladie comme une maladie physique. En fait, une maladie psychiatrique, ça vous tombe dessus de la manière qu'un cancer ou qu'une maladie. Ok. Alors, deuxième info ou intox. Est-ce que ça commence par un régime? Alors ça, on l'entend souvent. En effet, ça peut commencer par un régime. Il y en a qui s'est arrivé qui ont commencé par un régime, mais dans beaucoup de cas, et en tout cas dans mon cas, ça n'a pas du tout commencé par un régime. Je me suis mise à travailler beaucoup parce que je suis devenue professeure des écoles. Et merci. Et je prenais pas forcément le temps de manger, donc j'ai perdu du poids, mais sans le vouloir. C'était pas du tout un choix de ma part.
Euh, et en fait, quand j'ai commencé à reprendre du poids, parce que j'avais besoin de reprendre du poids, là, je ne l'ai pas accepté. D'accord. Et en fait, je pense que le fait d'avoir perdu du poids, Ça fait goûter la drogue en fait, d'une certaine manière. Ouais. ça Ok. m'a fait prendre conscience de c'est chouette de perdre du poids. Et où est-ce que je peux aller en fait? Je me fixais une espèce de marge en me disant bon bah là je fais moins de 50 kilos, c'est maigre, c'est bien, j'ai une petite marge pour pouvoir me faire plaisir et tout ça. Mais est-ce que je peux aller un petit peu plus loin? Et bon bah après je fixais une marge, bon bah 48 kilos. Ah, c'est pas assez, donc je peux descendre jusqu'à 45. C'est hyper Puis intéressant. après 40. Et puis après sous la barre des 40 kilos. Alors que, enfin, C'est comme un petit challenge en fait. c'était comme un challenge, ouais. Et au début, la balance, j'y allais une fois par jour. Puis après, c'était 2 fois par jour, puis 3 fois par jour. C'est un truc de. C'est une sorte de fou, n'est-ce pas? Sans rire. Non, par contre, j'ai rebondirai juste en disant que, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est exactement la même façon d'évoluer qu'une addiction, une toxicomanie, par exemple, aux produits, aux substances, enfin à la drogue, ou l'alcoolisme, c'est-à-dire, on va se dire, hop, je bois pas un verre avant 17h, puis ça devient 15h, puis ça devient midi. Voilà, donc c'est juste pour faire un parallèle, qu'effectivement, ça ressemble effectivement beaucoup aux autres addictions. Voilà, donc, troisième info intox, on est guéri quand on a pris du poids. Alors, ça, c'est une très bonne question parce que c'est un peu Merci. ce à quoi je suis confrontée en ce moment. Donc, je suis passée par 2 hospitalisations, une de 5 mois et une de 3 mois. À ma première hospitalisation, j'ai été transférée dans un service pour avoir la sonde nasogastrique. Donc, j'étais nourrie par cette sonde qui passait par mon nez. De force, en fait. Voilà, de force, qui m'a fait reprendre du poids. Je suis sortie, j'avais des compléments alimentaires par jour en plus des repas, donc pour me faire prendre du poids. Alors explique-nous, petite aparté, qu'est-ce que c'est les compléments alimentaires? Parce que c'est quand même tout un truc cette histoire. Les compléments alimentaires, c'est un... Alors moi, dans mon cas, c'était une petite bouteille avec un liquide comme un iode, un petit peu très très calorique, avec